Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur lephocéen.fr ou notre chaîne Twitch pour débattre avec nous dans cette émission Le Talk. On va débriefer évidemment cette victoire contre Clermont, mais avant toute chose, avant de démarrer cette émission, on va souhaiter un bon anniversaire à Laurent Busser, qui est le modérateur un petit peu de notre forum depuis plus de 10 ans. Donc un joyeux anniversaire à Laurent Busser. On a déjà souhaité un joyeux anniversaire ce matin dans l'OM au café, mais c'était important de lui souhaiter à nouveau dans le talk. On souhaite également un bon rétablissement à Sébastien Valls. Il va revenir incessamment sous peu dans nos émissions. Vous inquiétez pas, ça va aller. Et on va pouvoir présenter évidemment le plateau, un plateau de qualité ce soir avec nous pour parler de OM Villarreal notamment et surtout OM Clermont, redébriefer un petit peu cette victoire. Maxence Volpe est avec nous. Salut Maxence. Salut à tous. Bastien Cordolani également, Bonsoir. Le maître tacticien également du Phocéen. Je sais pas. J'ai fait une séance aujourd'hui avec des petits. J'ai vu ça tactique, sur Twitter, ouais. Donc ça tombe bien aujourd'hui, ouais. Allez, aujourd'hui, on va dire pour aujourd'hui, ouais. Demain, je redeviens Cordo Bastien. Allez, parfait. Et Dounia qui était avec nous pour un match cette saison et qui nous fait le plaisir d'être encore avec nous en plateau. Salut Dounia, ça va? Bonsoir, ça va super bien et toi? Ça ne peut qu'aller en ce moment. Ça ne peut qu'aller en ce moment, c'est le cas de le dire. Avec les résultats de l'Olympique de Marseille, on va voir d'ailleurs tout de suite dans la petite rivière là, qui va s'afficher en dessous, en bas de votre écran, tout de suite le sommaire de l'émission et le premier débat, la première partie. Ce n'était qu'un problème de confiance. Est-ce que ce n'était qu'un problème de confiance pour l'Olympique de Marseille? On voit qu'avec Jean-Louis Gasset, il y a quand même du mieux, il y a du positif dans les matchs de l'OM. On pense notamment au renouveau un petit peu de NDI. Je te lance Maxence Volpe sur NDI. Est-ce que c'était qu'un problème de confiance, notamment pour ce joueur-là? Si on prend ce joueur-là, uniquement ce joueur-là, je pense que la confiance rentre en ligne de compte, effectivement, mais son positionnement sur le terrain est encore plus important pour moi. On l'a dit et redit à un moment donné, quand tu mets les joueurs à leur poste, c'est quand même mieux dans le football. Parce que quand tu veux inventer des choses, prendre des joueurs que justement, comme Ndiaye, sont, on l'a vu, hyper à l'aise dans l'axe et que tu les cantonnes sur un côté, c'est plus compliqué pour ces joueurs-là. C'est la même chose pour plein d'autres joueurs de cet effectif de l'Olympique de Marseille. Mais après, effectivement, si on sort du cadre uniquement de Ndiaye, je pense que d'autres avaient besoin de reprendre aussi confiance. On voit un joueur comme Klose, par exemple, pour citer lui. Tu te dis, bon, avec tout ce qu'il est tombé sur la tête, le garçon, il est quand même là, il te met un beau but. Et là, je pense que l'effet Gasset, pour des joueurs comme ça, il est primordial. Mais toi, tu as regardé un petit peu le match, j'imagine, contre Clermont. Il y a aussi un joueur qui monte un petit peu en puissance, c'est Ismaïla Sarr. Qu'est-ce que tu as pensé de son match-là ce week-end? Parce qu'il y a eu un gros débat après dans le talk d'après-match avec Romain Herring, lui qui a défendu vraiment Ismaïla Sarr. Moi, j'étais plutôt pas forcément très emballé par son match. Un bon match, mais de là à le mettre en top, non. Mais vous avez tous les deux raison, je pense, parce que Romain lui insiste tout le temps en disant il arrive à faire des percées, il arrive à faire des différences, et c'est important. Mais c'est vrai que moi, sur son premier ballon, quand il fait cette différence et qu'il tire dans le petit filet au lieu de centrer en retrait, moi, quand je mettais les notes, il y a très très longtemps de ça, il y a 15 ans de ça en arrière, j'avais mon petit papier, j'aurais mis un moins. J'aurais pas mis un plus sur ma liste, j'aurais mis moins, parce que c'est pas possible. Tu peux pas faire cette différence-là, et derrière, ne pas donner un caviar, parce qu'il doit donner un caviar, ça doit faire but derrière. Donc voilà, c'est la petite nuance qu'il y a aujourd'hui entre Romain et certains autres, parce qu'il y en a beaucoup qui insistent sur le fait que il le défend beaucoup, mais je pense qu'il a raison de le défendre par rapport, encore une fois, à tout ce qu'il peut apporter à cette équipe. Après, il faut qu'il soit par rapport à son profil, en fait. Voilà. Il y a un message d'Anthony Lambert là, sur le chat qui nous dit: est-ce qu'on peut prendre aussi en considération le discours des joueurs qui ont pris conscience de leurs responsabilités suite au départ de Gattuso? Ça vient faire un petit peu écho à notre question. Est-ce que c'était qu'un problème de confiance, Bastien? Je te repose la question là d'Anthony Lambert. Est-ce que aussi les joueurs ont pris conscience de la gravité un petit peu de la situation de l'OM? Alors oui, parce que tu peux pas faire une saison avec deux coachs qui partent pour des raisons différentes, il n'y a pas de débat là-dessus, et ne pas te sentir responsable à un moment donné quand tu es dans le vestiaire. Ça ne peut pas être que la faute du coach. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des débats sur les systèmes de jeu, sur les positionnements des joueurs, à raison ou à tort, hein. Mais à un moment donné, quand tu es joueur, il y a des matchs où ils sont passés au travers collectivement, individuellement,
et que tu t'appelles Gattuso ou Dounia sur le banc, eux, ils devaient se dire non, on n'est pas tout blanc non plus, tu vois. Donc, il y a un peu de tout. Après, à l'intérieur du club, ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire de confiance, ça a été le leitmotiv de Gattuso. Et ce qui est rigolo, c'est que ça en a énervé certains. Qui disaient, c'est pas qu'un problème de confiance, quoi. Tu vois, des fois, tactiquement, quand tu vois qu'en deuxième mi-temps, par exemple, on piquait du nez et qu'on n'arrivait jamais à relancer la machine, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire ? Il y a des équipes, moi j'ai vu Lens hier, je regarde beaucoup Leverkusen cette année, comme beaucoup de gens. À chaque fois qu'ils reviennent des vestiaires, je vois soit un changement tactique, soit un changement de mentalité, soit même un changement de joueur, mais il se passe des choses. Nous, il se passait rien. Donc, je trouve que c'est un peu facile de dire aussi que c'était que la confiance. Il y avait, je pense, un problème tactique, technique, de messages qui passaient pas, la manière de donner justement ces messages. Donc ça englobe un tout. Et pour certains éléments, oui, la confiance était importante. Oui, elle revient aussi par les victoires. Il y a des matchs où des fois ça n'a pas tourné en ta faveur. Quand Strasbourg te fait égaliser à la dernière seconde, c'est sûr que dans une aventure, peut-être tu gagnes ce match-là, la saison c'est pas la même. On va pas refaire le schmilblick. Mais moi je dis oui, mais c'est pas qu'une histoire de confiance. Gasset, on le fait passer, c'est un peu rigolo pour Papy Gasset, tout ça, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît très très bien son sport et qui a mis en place des choses. Quand il met Ismail Assar en hybride côté droit et Mbemba en hybride côté droit contre Montpellier, quand Sampaoli faisait ça, je me souviens de certaines émissions, pas chez nous, on l'appelait le génie quand même. Le football liquide, on a entendu ces expressions. L'équipe où il n'y a que un 9,5, un 3,5, il n'y a que des et demi, il est trop malin, il est trop fort. Jean-Louis Gasset, moi, je ne suis pas un fan forcément des entraîneurs français, mais il faut rendre à Jean-Louis ce qui appartient à Jean-Louis. Et quand il fait des choses tactiquement, parce qu'il en a fait, c'est pas de la confiance. Là, il a travaillé. Sur le match contre Clermont, tu as compris un petit peu ce qu'il a voulu faire parce que beaucoup ont parlé de 4-3-3, à un moment 4-4-2, on ne savait pas trop. À la perte, tu es en 4-4-2 avec Harit qui glisse à gauche. Moi, vous me dites si je dis une grosse bêtise. Mais à la perte, tu es en 4-4-2 avec Harit qui glisse à gauche. Ça dépend si tu regardes le positionnement de Ndiaye. Quand il allait presser, donc on peut dire que tu es en 4-4-2, mais moi je le trouvais plus souvent venir s'aligner sur les trois, donc c'est la définition du 4-2-3. Oui, parce que Ndiaye, il avait pour rôle il avait pour rôle de chasser Gastien, qui est le premier relanceur. Exactement. Mais dans l'idée, c'est un peu une ligne de 4, une ligne de 2, une ligne de 3 si tu veux, donc pas vraiment 4-4-2. Et sinon, avec le ballon, largeur maximum des latéraux, qui sont quand même une force sur laquelle par exemple Gattuso ne se servait pas assez, parce qu'on a quand même des latéraux qui sont des beaux joueurs de football. Et au milieu, fixation, avec Ndiaye qui est très fort de haut jeu, avec des courses de Sarr, avec des percées de Harit. Il n'a rien inventé de fou, mais ça marche. Ouais, c'est ce qu'il avait dit de toute façon, Jean-Louis Gasset, des choses simples. Toi, ta lecture un petit peu depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, Dounia, Bastien disait que il y avait aussi un problème autre depuis qu'il y avait Gattuso. Et toi, ta lecture de l'arrivée de Gasset? Quand je regardais les matchs, donc l'avant Gasset, les joueurs étaient très bridés et on sentait beaucoup de frustration. Donc ça, c'est un truc à prendre en considération. Et depuis l'arrivée de Gasset, qui met les joueurs dans de parfaites conditions, donc dans leurs meilleurs postes, les postes préférentiels, notamment je pense à Ndiaye. Et on le sent beaucoup plus libéré, sachant que la première partie, que ce soit avec Marcelino ou bien encore avec Gattuso, il nous a fait une première partie de saison plus que moyenne. Et là, on sent toute l'équipe, là on sent vraiment une équipe. On sent qu'il y a une équipe, il y a une cohésion de groupe, et c'est ce qu'on ne ressentait pas jusqu'à présent, jusqu'à l'arrivée de Tonton Gasset. Moi, je l'appelle Tonton Gasset. Et je rejoins un peu ce que disait du coup Bastien. Pour moi, Tonton Gasset, c'est la libération. Donc, mais cela dit, c'est là où je vais rejoindre Bastien, ce n'est pas uniquement un problème de coach. Ça, il faut le prendre aussi en compte. C'est là où il a fait fort Gasset, c'est que mentalement, il a remis les cerveaux à zéro et dans le bon sens. Ce qu'il a fait, c'est positif pour l'équipe, mais aussi au classement, il faut voir qu'au classement, on est en train de bien revenir. Après, il ne faut pas créer victoire trop tôt, parce que les adversaires qu'on a affrontés jusqu'à présent, ce n'était pas du haut de tableau. Clermont, c'est quand même dernier du classement. Mais là où je vois les choses du bon côté, c'est qu'il y a encore quelques semaines, on perdait à 10 contre 11. Ouais, c'est vrai. Mais il y a Mickaël là, qui nous met dans le chat aussi, arrêtez de limiter Gasset à un rôle de psychologue. C'est ce que j'ai fait. C'est aussi un bon coach. Non, mais c'est vrai. Mais Max, toi, ton avis sur le côté tactique? Mon collègue. Justement, c'est ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'il met les joueurs dans les meilleures conditions. Non, mais même là, donc ça, on l'a dit. Mais moi j'ai adoré sur son premier match
le fait qu'on dégage tous les ballons. Voilà, j'ai adoré. Et c'est la première chose que j'ai pensé. Je me suis dit, tiens, on change dans la logique totale et on se dit, tiens, c'était Moumbagna, je crois, qui était en pointe, qui récupérait d'ailleurs un ballon sur 2, voire 2 ballons sur 3. Et je me suis dit, tiens, effectivement, c'est des choses toutes bêtes. Et ça m'a expliqué en plus. Oui, Simplement, il a dit, moi j'ai eu 2 jours pour travailler, donc je voulais pas faire de choses difficiles. Et je sentais que j'avais pas... Mais c'est là que ça se rejoint avec la confiance, parce qu'il disait, je sentais que j'avais pas des joueurs en confiance. Et quand les joueurs sont pas en confiance, si tu leur demandes de repartir de derrière et de prendre des risques, c'est la meilleure moyenne de les faire replonger. Donc, on a dit, on va faire simple, on dégage. Pour Lopez, tu dégages, comme quoi il s'est dégagé aussi, il dégage plutôt bien d'ailleurs. Et on a récupéré les seconds ballons. Et c'est pas plus compliqué que ça, le foot, des fois. Juste. Tu parles de Paul Lopez, il a retrouvé un petit peu ce côté-là contre Clermont à monter assez haut. Parce qu'on disait on n'aime pas quand il est haut sur le terrain, mais finalement il a pris ce rôle-là et là ça marche bien quand l'équipe est en Moi, Paul Lopez, j'aime pas c'est pas qu'il soit haut ou qu'il soit pas haut qui me dérange. C'est quand il garde le ballon, des fois pendant 10, 15, 20 secondes. Et pour la mettre balle. En faisant des signes, mais mets-toi là. Alors que s'il avait donné d'entrée le ballon, ça pouvait pas faire des contres, mais du moins déjà tu peux jouer plus vite. Voilà, c'est plus ça qui m'agace que le fait qu'il soit haut. Le fait qu'il soit haut, c'est une bonne chose. Pour finir sur la confiance, tu l'as évoqué rapidement, mais je vais insister là-dessus quand même. Ndiaye est un exemple marquant, parce que talentueux et tout ça. Le garçon qui a été le plus remis en confiance par Jean-Louis Gasset, c'est Klose. Pour diverses raisons. La première, alors je ne sais pas si c'était sorti dans la presse, mais moi je vous le dis, hein, c'est un secret de polichinelle. Contrairement à ce qui a été dit par l'équipe, qui était une fausse information, ça aussi c'est pour des raisons plus personnelles que journalistiques, Gattuso ne voulait plus de Klose. Ils ont affirmé que c'était Benatia et Longoria, mais Gattuso n'en pouvait plus de Jonathan Klose. Donc le départ de Gattuso, fatalement, a dû un peu libérer la tension qui se trouvait là. Et puis Gasset, il est arrivé en disant, moi tout ce qui s'est passé avant, je m'en fous, j'étais pas là. Il a pris à part, il a fait des réunions avec tous les joueurs dans son bureau. Certaines qui ont duré plus d'1 heure, je peux vous le dire, avec certains cadres. Et avec Klose, il a dû lui dire, voilà mon garçon, moi mon intérêt c'est que tu sois bon, toi tu as 1 euro à jouer, ton intérêt c'est que tu sois bon, tu vas jouer des matchs, parce que Murillo est blessé et tout. Fais ce que je te demande, fais-le bien, voilà. Et puis, quand donc, il se je pense que devant la presse, il le dit. Hein. Il dit, j'ai le meilleur, il est dans les 2-3 meilleurs latéraux de France. Donc, mais depuis le début, il est d'une sincérité aussi. Ça va dans le sens de ce que tu disais, Dounia. Ça nous rassure à nous. C'est ça. Le mec, il ne nous vend pas du rêve. Il nous dit un truc simple. Il ne nous dit pas qu'il va réussir pendant 4 mois, mais il nous dit, voilà, moi j'ai mis en place ça, parce que je pensais que c'était la meilleure solution. Pour l'instant, ça marche, donc on est tous contents de lui. Et j'espère que quand ça ne marchera pas, il continuera dans cet état d'esprit-là. Parce que tu parles de Klose, il y a aussi le cas Pape Gueye. Vas-y. Mais c'est vrai que Pape Gueye, c'est pareil. Hein. Il arrive, il dit, moi j'en ai besoin. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et forcément, le joueur, quand il se dit, j'étais au placard, j'allais pas plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Et là, il arrive quelqu'un qui te dit, moi, qui va devant le président, lui dire, moi, lui, j'en ai besoin, quoi. Tu sais que le gars, il va se dépouiller. Donc, c'est tout à son avantage aussi de faire des choses comme ça. Exactement. Histoire du timing dans le football. Gasset, il arrive pour lui au bon moment. Alors que on a aussi les stats hein, sous Jean-Louis Gasset. Bon, tout le monde les connaît. Hein, je pense en tout cas, puisqu'il n'y a eu que 3 matchs, 12 buts marqués, 3 encaissés. Tiens, ce matin dans l'OM au café, j'avais une question. Ça peut être intéressant. Est-ce que quand même les 3 buts encaissés, 3 buts en 3 matchs, ça peut être inquiétant pour la suite? Dès lors où tu marques le plus de buts, non. Alors, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent qu'encaisser des buts, c'est dramatique. C'est dramatique pour le goal average en fin de saison, d'un certain point de vue. Mais si tu marques plus que ton adversaire, tu gagneras les matchs. Moi, je trouve que c'est même une bonne chose. Parce que je pense que sur ces matchs-là, justement, ça lui permet à Gasset d'appuyer et de dire, voyez les gars. C'est sur ça qu'on doit progresser. Voilà. On n'est pas complètement guéri ou quoi, plutôt que parce que si tu avais gagné 4-0, 5-0, tu vois, tu peux... Non, mais en plus, faut les 3 buts, les gars. C'est 3 erreurs. C'est ça, exactement. C'est 3 erreurs individuelles. Donc on est sur 3 trucs facilement, entre guillemets, facilement, c'est du football, c'est difficile, mais corrigeable. Tu fais de la vidéo, le penalty, Donetsk, c'est un penalty. Bon, gigot, malheureusement, contre Montpellier. Et là, bon, pour moi, certains disent la défense statique, moi je pense que c'est Paul Lopez, mais bon, ça c'est mon avis. Mais pour moi, c'est tu travailles ça avec de la vidéo. C'est même pas une question de dispositif. Ça veut dire que c'est même pas une question que, comme il y avait une défense à 4, par exemple, là, on a pris ce but parce qu'il y avait une défense à 4. Non, c'est pas ça. C'est une question de concentration ou de gestes décisifs dans les zones importantes. Et j'ai l'impression aussi qu'on prend beaucoup moins de buts sur coup de pied arrêté, notamment sur corner. Ce qui était une catastrophe tout l'hiver. Une grosse catastrophe jusqu'à présent. Et ce qui nous fait du bien aussi, c'est qu'on avait
cette faculté à être fébrile en fin de rencontre quand tu n'es pas le match. Mais là, du coup, comme on a de l'avance, qu'on est 3-1, 4-1, 5-1, tu vois, bon, ben forcément, tu as un peu moins de parce que je pense que on est toujours un peu malade. Hein. Si on ne marque pas le 3e contre le Shakhtar, on ne sait pas ce que. C'est du foot fiction, mais tu aurais vraiment été fébrile derrière et tu aurais peut-être pris un but. Quoi. Vu que le thème, c'est la confiance, moi, dans ma petite expérience de footballeur, on m'a toujours dit que les joueurs, et moi, j'étais pas de ce poste-là, mais les joueurs qui avaient le plus besoin de confiance, c'était les joueurs offensifs et on va dire le gardien. C'est les postes vraiment où la confiance est primordiale. Eh ben, comme par hasard, tu te mets à marquer plus de buts, ça veut dire que les offensifs ont retrouvé de la confiance. Donc, c'est pas déjoué de poser cette question-là. Ouais, Max, tu disais du coup, est-ce qu'on n'est pas forcément encore guéri ? On va le voir et on va voir surtout sur la partie 2, savoir si l'OM est relancé pour le sprint final. Et évidemment, pour ce sprint final, on va faire quand même plaisir à Sébastien Volpe et réécouter cette petite musique qui nous a tant lancé au dernier talk. On peut l'écouter en régie, Jade, si tu veux, la petite musique de Sébastien. Et voilà, voilà. Merci. Il a pris de cours. Voilà. Ah non, mais il fallait que je chante. Il est où, bonheur? Voilà, il est où on l'avait pas travaillé. En fin de saison, si vous voulez, mais là, je valide pas. Là, il faut rester sous tension. Au contraire, il faut les maintenir. Bon, on va voir en tout cas si le bonheur est encore là ou si on est relancé pour le sprint final. Toi, justement, Bastien, je vais te lancer parce que je sais que tu faisais partie des sceptiques avec notamment Romain Canuti, mais qui, en troisième mi-temps, a commencé à changer un petit peu d'avis sur la fin de saison de l'OM et qui se prend peut-être à rêver. Est-ce que tu restes encore prudent ? Non, moi, je ne change pas d'avis malgré les buts marqués. Pour moi, tant qu'on n'aura pas fait ce que les Américains appellent un statement, c'est-à-dire un gros match dans un match important contre un concurrent direct, je ne pourrais pas me projeter parce qu'on rappelle qu'on perd à Lens, on perd à Nice, on fait match nul contre Lille. Alors les seuls, entre guillemets, qui sont dans notre zone qu'on a battu, c'est Rennes. Mais les équipes devant nous, on perd à Brest. Donc tant qu'on n'aura pas fait ce fameux match référence, qui est cher à beaucoup d'entraîneurs, qui peut être le déplacement à Lille, je me projetterai pas sur très haut. Et on va à Rennes d'abord, pardon. Donc Rennes, qui peut être le déplacement à Rennes. Même si tu gagnes dimanche prochain contre Danse, qui serait la normalité, je me projetterai toujours pour moi. Je suis totalement dans la ligne canutienne, c'est-à-dire 6 ou 7e place, donc Conference League. Et si tu accroches la 5e, pour moi, tu as sauvé les meubles, entre guillemets. Ouais, mais tu vois, Romain, il commençait à changer un petit peu de discours sur la troisième mi-temps. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Donc il est sorti de... Moi, j'étais dans sa logique. Lui, il m'a après, il s'est peut-être enflammé après le 5-1 aussi, mais il commençait à regarder si eux, ils perdent tant de points, et ben, on peut revenir. Ce qu'il ne voulait pas qu'on fasse, finalement, mais avec les bonnes prestations. Toi, ça ne te suffit pas, en fait. Moi, ça ne me suffit pas. Et puis après, il ne faut pas oublier un truc. Il y a un élément, quand même, c'est qu'on joue la Coupe d'Europe. Tous les autres, à part Lille autour de nous, ils jouent rien. Nous, on joue une Coupe d'Europe, nous. Donc, on va y laisser des plus. Et attention, la Coupe de France, tu me connais depuis longtemps pour savoir que moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent il faut laisser la Coupe parce que ça te bride pour le championnat. Bien au contraire, tu l'as dit très justement avant, la victoire contre le Shakhtar, c'est peut-être ça qui va te lancer ton sprint final. Donc moi, je suis de ceux de dire foncez en Coupe d'Europe, laissez des plumes, attrapez des grippes dans l'avion, il n'y a pas de souci. Même si vous perdez un championnat, c'est là que vous allez ramener les supporters avec vous et tout ça. Mais bon, tu la joues quand même. Donc, pour toi, on n'est pas encore forcément relancé là pour le sprint final. Tu attends encore de voir. Pour moi, là, c'est objectif 6e place. Ok. Dans le championnat. Dounia, toi, est-ce que tu as envie de t'enflammer un peu plus? Peut-être, je t'ai vu un peu sur les réseaux être très heureuse des victoires de l'OM. Forcément, avec la première partie de saison qu'on passe, forcément, on peut qu'être heureux. Alors que pas du tout, en vrai. Très sincèrement, il n'y a pas de quoi être heureux. Cette saison, on est là où on doit être, au vu des prestations, mais c'est pas là où on aimerait être, où on devrait être avec l'équipe qu'on a. C'est vrai que sur le papier, l'équipe, ça fait... en tout cas, le recrutement de l'été dernier, ça faisait rêver, clairement. Quand on voit qu'on signe Aubameyang depuis Arsenal, etc. Ça, là, je divague. Mais non, moi, 5e place, ce serait surréaliste pour moi. Ah ouais, vous êtes vraiment c'est tant optimiste que ça parce que c'est vrai que depuis qu'on gagne, là je vois dans les talks et dans les émissions, surtout dans le chat, les gens reprennent un petit peu espoir.
Toi, Max, tu es aussi du même avis là. Tu vas nous plomber le moral. Ah, mais Max, il va être fort parce qu'il va nous expliquer pourquoi on va terminer devant les équipes qui sont devant nous. Non, c'est très dur pour moi. Je vais pas expliquer ça parce que sur le fond, je suis un peu d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas s'y prendre trop tôt. Effectivement, j'ai pas envie de faire une gassée, mais dire match par match, etc. Après, quand j'entends Bastien dire aujourd'hui objectif 6e place... Aujourd'hui, hein. Oui, mais c'est inquiétant quand même, parce que à la base... Tu as passé l'hiver sans gagner, Max. Je suis d'accord, mais je veux dire que quand tu es 9 ou 10e et qu'on te dit, bon, on va essayer d'aller à la 6e place, tu vois, il y a 3 places à prendre. Là, on est 7e aujourd'hui, on est à 3 points de Lens, qu'on va jouer. On va jouer Lens. Oui, on va jouer Lens. C'est les seuls qu'on reçoit, d'ailleurs. On va recevoir Nice. Nice, aussi. Voilà, je pense que Nice, pour moi... ils vont continuer à s'effondrer. Si en plus tu pars du principe, chose que Romain, effectivement, que tu n'aimes pas faire, mais que tu te dis, si quand tu les reçois, tu les bats, tu as combien de Nice? Tu as 4? Tu as 4 points de Nice. Donc si tu les reçois et que tu les bats, forcément, tu es à 1 point de Nice. Donc pour moi, tu peux sauter Lens, qui n'est pas très loin devant, tu peux sauter Nice, et par le plus grand des hasards, tu pourrais presque même aller chercher Lille, qui, comme tu le disais, joue la Conference League, et s'ils vont loin en Conference League, peut-être qu'ils vont lâcher des points. Et toutes ces équipes sont quand même des équipes irrégulières, à l'image de Rennes. Rennes, s'il y a vraiment un match que je ne m'attendais pas à regarder, et voilà, contre Lorient, et puis d'un coup... Tu allumes la télé, tu vois, et jusqu'au bout, tu y crois, et au final, ils perdent. Donc, moi, j'ai confiance, pas forcément par rapport au fait que l'OM va tout casser et va faire 10 victoires. Non, ça, j'y crois pas. Par contre, je me dis que les autres, ils sont capables de te faire que 2 ou 3 victoires et 2 nuls et 5 défaites. Après, il faut la plus irrégulière en termes de talent, compte tenu des matchs, résultats, c'est Monaco. C'est pour ça. Monaco, je te dis, avec l'équipe qu'ils ont, normalement, ils sont seconds. Et ils ne jouent pas de Coupe d'Europe depuis le début. Ils devraient être second, confort, dans leur canapé, en train de nous regarder tous s'entretuer derrière. Monaco, ils vont où le prochain match? Ils sont tellement irréguliers que... Je te dis ça dans quelques Là, dans tous les cas, moi, pour cette fin de saison, jusqu'au dernier match, ça va jouer la course à l'Europe. Moi, je rejoins Max. Tu peux aller chercher Nice. Lens, Lens, va falloir le match référence, c'est-à-dire quand tu les reçois, il faut les battre. Sinon, tu ne pourras pas les chercher. Strasbourg-Monaco, le prochain match. Donc moi, je rejoins Max. Tu peux aller chercher Nice. Donc... la 6e place est largement abordable. Lens, ça va être compliqué, mais comme tu les reçois, c'est faisable aussi. Donc la 5e place est abordable. Après, je trouve... Lens reçoit Brest le prochain match. Ouais, je trouve en termes de contenu, même si c'est des équipes irrégulières et tout, mais nous, ça fait que 2 matchs en vrai, qu'on est bon. Mais en termes de contenu, je pense... Bon, Brest, j'en parle plus, on est d'accord que c'est l'équipe la plus régulière derrière le Paris Saint-Germain. Elle a 10 points. Je trouve que Monaco, je les ai vus faire un bon match à Lens où ils gagnent et une très bonne première mi-temps contre Paris Saint-Germain. Et Lille, dans le contenu, c'est supérieur à Marseille. Après, tu vois, c'est dans le calendrier. Quand tu le prends dans l'ordre, bon, on va dire que Nantes, il va falloir les battre. Sinon, c'est sûr que si on commence à pas battre Nantes, ça ne reviendra pas. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Mais après, tu as Rennes, Paris, Lille, Nice. Et je dirais même Rennes, Paris et Lille qui s'enchaînent, qui vont vraiment être durs. Moi, je te disais, sur ces 3 matchs, si on me disait aujourd'hui, tu prends une victoire, une nulle, une défaite, tu les places où tu veux, je prends. Et après, tu essayes d'enchaîner jusqu'à la fin. Hein. Parce jusqu'à la fin, après, tu reçois des bonnes équipes, mais que tu peux battre. Battre Lens ou battre Nice à domicile, c'est pas infaisable. Et tu vas chez des équipes... Il y a des chances que Reims, par exemple, ne joue plus rien. Voilà. Il y a des chances que Reims ne joue plus rien. Tu sais qu'à Toulouse, on joue la moitié du match. Les moitiés de supporters, ils sont pour nous et ils joueront peut-être plus rien sur ce match-là non plus. Là, ils seront encore pour le barrage, je pense. Mais non, parce que regarde, ils enchaînent des victoires, Toulouse, et ils ont pour le barrage, pour le barrage de descente. Jamais. Jamais. Ils viennent d'enchaîner plusieurs victoires d'affilée sur les 5 matchs qui se sera passés. S'ils ont fait encore 2 victoires de nul, ils sont déjà sauvés. J'espère que tu auras raison, mais je pense qu'on en reparlera. Moi, je préfère rester mesuré quand je vois on est capable de faire un nul face à Toulouse ou face à Lorient ou Reims. À l'extérieur, on est capable de perdre contre sûr. Donc voilà, exactement. Donc, vaut mieux rester mesuré et je pense que la 5e place, ça serait nous vendre du rêve, clairement. Et même un parcours en Coupe d'Europe, vous n'y croyez pas là, pour cette fin de saison? Différent, ouais. Totalement différent, Slim. Ouais. Moi je vais les laisser parler parce que moi, je pense que c'est l'inverse. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même beaucoup plus de chances
d'aller chercher une 4e place, alors que je disais l'inverse il y a 2 semaines, plutôt que de gagner la Coupe d'Europe. Non, mais gagner, la bien gagner, sûr, on est d'accord avec Ah, toi. mais oui, faire un parcours en Coupe d'Europe, non, oui, mais la gagner, si c'est pour bien passer trop 2 tours, compliqué, oui. Bah, on 2 passe tours à- chez demi-finaliste, c'est pas mal quand même. Oui, Tu mais craches sur ça? Non, je crache pas, mais je veux dire, Tu craches, attention. je pensais que vous étiez en train de dire Non, qu'on allait la la gagner, gagner. non. donc, Ah, non. Ah, la gagner. Il y a de grosses Bah, écuries en face. le plateau, il est facilement descriptible. Tu as le premier d'Allemagne, Eh oui. le premier Voilà. d'Angleterre et le premier du Portugal. Voilà. Genre rien que ça. Voilà. Pour te dire, parmi les 6 meilleurs championnats au monde, tu as les 3 premiers de ces 3 Non, mais Et championnats. ils vont pas pas, passer ils vont pas trois- laisser de des côté trois équipes qui peut-être font des l'Europa League, il y en a excellentes beaucoup qui raisonne comme ça. raisonnent comme ça un petit peu. Ben, Liverpool, franchement, si c'était pas la dernière année de Klopp, je te dirais ils vont chercher le titre. Mais là, j'ai l'impression qu'ils veulent tout rafler pour Klopp. Donc ça me fait un peu. Et ils sont vraiment au-dessus des autres. Leverkusen. C'est Leverkusen qui fait le plus peur, moi. Ben, C'est- Leverkusen, j'aurais aimé que, du coup qu'ils soient un peu accrochés par le Bayern. Mais là, ils ont 10 points Ah non, d'avance. mais là, c'est fini pour eux. Hein. La Donc Bundes, là, ils marchent peuvent sur la même se Bundes. permettre de trucs. Benfica, ils perdent 5-0 hier. En championnat, ils étaient loin devant. Ils sont en train de. L'avance, elle est en train de fondre. Ça va, même s'ils ont un meilleur effectif que l'OM, je pense, Après, ça c'est peut être sûr que jouable. tu peux toujours espérer que le match, le tour d'après, tu es Leverkusen-Liverpool, tu en Voilà. es déjà avec des deux qui tombent. Mais Quoi. attends, mais tu Et offres moi, une- je te dis aussi offre que tu une peux demi. tomber toi Max, contre Leverkusen le c'est prochain, ça. le Offre prochain tour. une demi. Si déjà tu passes contre Villarreal. Offre une demi OM Bayer Leverkusen, OM Liverpool à tes supporters. Oui. C'est Je magnifique. peux te dire que on va faire des talks là. Où tu vois la rivière là, il y aura le match de championnat en premier. Ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match contre Toulouse? Ouais, bah. Allez, maintenant on passe à la demi-finale de coupe. Enfin, je veux dire, la ville va être en apnée pendant 15 jours. Il va y avoir des drapeaux comme il y avait eu sous Garcia. Moi, je me rappelle pendant la demi-finale, j'étais allé au travail à pied. Il y avait des garagistes avec des drapeaux de l'OM et tout. Enfin, il y a un truc à aller chercher de sympa. Ah quoi, ouais, tu vois ce que ouais. je veux te dire? Mais rapidement, là, pour refinir là, sur le sprint final, parce que j'ai vu un message passer, ça va être dur, notamment avec les blessés qu'on a en ce moment, et notamment Verretou, Rongier, qui ne va Alors certainement pas... oui et non, parce que j'ai envie de te dire que Tonton Gassé, pour reprendre les termes de Dounia, il a quand même relancé un peu tout le monde. Parce que tu te dis, ben, aujourd'hui tu peux compter sur Gay, tu peux compter sur Onana, tu peux compter sur Kondogbia, parce qu'on a quand même mis au placard, enfin, pas au placard, mais on a quand même gardé précieusement pour le match d'Europa League Kondogbia et Verretou. Verretou, je pense que c'est pas grave ce qu'il a, je vous le dis. Moi, je suis pas inquiet. Je pense aussi que c'est pour le conserver pour le match Il aurait pu d'Europa. jouer. Je pense qu'il l'a ménagé, mais quand ça touche au psoas, ça peut être avant-coureur d'une pubalgie aussi. Et Non, ça, on sait c'est que plus les adducteurs, le psoas. C'est plus les adducteurs, la pubalgie. Alors le psoas, moi j'ai été psoas, blessé au moi psoas. aussi. Eh ben, ça touche malheureusement, c'était côté droit par exemple, Ouais. tout le côté droit. Ça peut aller de l'adducteur à derrière Mais la ça se cuisse. soigne bien. Et puis c'est un gros muscle, le psoas. C'est vraiment. Ouais. Donc du coup, tu peux avoir des douleurs au psoas et jouer sans Alors le souci. psoas, Alors que les adducteurs. info de mon kiné, c'est pas comme. ça se répare très bien avec une très très bonne hygiène de vie. Ben, Donc Madame Verretou, si vous regardez, il faut faire des bons petits plats là. Bien ou que- équilibré. Ou Jordan s'il cuisine parce qu'on est ouvert, on est en 2024. Donc Jordan, si tu cuisines, fais des bonnes salades et dors bien la nuit. ah, mais c'est un garçon sérieux, on le sait tous. C'est Donc, totalement un garçon sérieux. oui. C'est de Moi, je l'humour suis que ça vraiment fait. pas Par contre, c'est vrai ce que je dis sur le psoas. je suis pas inquiet et surtout, encore une fois, je pense que ce qu'ils annoncent, on l'a senti dans la façon dont Gassé le disait. Il nous a dit, ouais, il y avait une petite lésion, là, on a vu un petit truc. Voilà, en fait, ils n'ont rien Prends pas vu, de il n'y a risque, rien et ils l'ont mis. Ouais, parce que lui, pour le coup, ce sera vraiment un profil qui pourrait nous manquer dans les gros rendez-vous. Parce que pour l'instant, on a joué des petites équipes sans manquer de respect à personne. Mais dans les gros rendez-vous, je ne pense pas que Pape Gueye, le milieu Pape Gueye ou Naï Harit, ça suffirait. Il faudrait un Verretou quand même. Exactement, il a une grande qualité de passe, on le sait tous. Hein. Donc c'est le milieu par excellence qu'il nous faut pour un match d'Europa, très clairement. Et moi, je suis pas trop d'accord avec le discours que tu tiens sur Rongier, je tiens à te le dire. Parce que tu expliques, et tu as raison sur un certain point, de dire, ouais, attendez, quand il va revenir, mais ça dépend. Quand vraiment ça traîne, des fois, tu les mets, les joueurs, entre guillemets, En condition. voilà, vraiment, peut-être que justement, ils sont en train de ne pas faire l'erreur de vouloir le faire reprendre trop tôt, et là, ils sont en train de le mettre en condition. Et peut-être que quand il va revenir, il va faire du bien rapidement. Je ne dis pas le premier match, mais peut-être qu'au bout d'un ou deux matchs, il sera déjà très, très intéressant. Bah, Rongier sur on se projette, mais sur une Coupe d'Europe, retour de Villarreal, tu as un score à tenir, un quart d'heure, il te faut un chien de la casse qui rentre et qui court dans tous les sens, ça peut servir. Hein. Ah ouais. On ne sait pas son retour encore à Rongier. Non, ils n'ont pas encore communiqué le. Mais il avait le rendez-vous dessus. hier avec le chirurgien. C'est vrai. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui.
Donc on en saura plus, il y a la conférence de presse mercredi, donc on en saura sûrement plus à chaque fois. Jean-Louis Gasset est assez transparent sur les blessés. Il y a eu Murillo d'ailleurs qui sera absent jusqu'à la fin de la saison, de 3 mois. Ça a été d'ailleurs communiqué par le club malheureusement. Donc déjà lui il ne sera pas là pour le match de Villarreal. Rongier non plus, Verretou. Dur en plus parce que lui, on l'a mis dans la liste, je crois. Oui, Murillo était dans la liste et Garcia qui n'y est pas avec Onana. Donc ça va être compliqué, mais on va quand même parler de cet avant-match dans la 3e partie et l'avant-match OM Villarreal. L'avant-match de l'OM contre Villarreal, 8e de finale aller d'Europa League. Qui l'aurait cru? Peut-être qu'on serait qualifié. On donnait pas cher de notre peau contre le Shakhtar. Et finalement, Jean-Louis Gasset est arrivé et passé par là. Et on va regarder parce que Villarreal, on va voir, Jade nous a préparé quand même des petites infographies sympas et surtout les derniers résultats de Villarreal, qui est 12e au classement. Villarreal, les derniers matchs de Villarreal en Liga, il reste sur 2 victoires consécutives, 5-1 notamment ce week-end contre Grenade, contre la Real Sociedad, un club de Ligue des Champions qui va rencontrer le Paris Saint-Germain. Donc c'est pas rien, ils avaient battu Barcelone également 5-3 et la dernière défaite remonte à un petit moment, c'était début janvier contre Las Palmas 3-0 et depuis il y a plus de défaites. À côté de ça, il y a beaucoup de nuls quand même. Beaucoup de nuls contre des équipes moyennes, on va dire, du championnat. Contre la Real Sociedad, j'ai vu les 3 victoires. Là, qui sont affichés. La Real Sociedad, ils ont eu énormément de réussite. Non, mais ils ont beaucoup de chance. Ils marquent le 3e en fin de match. Je crois qu'il y a 2 ou 3 poteaux pour la Real Sociedad. Ils enchaînent les blessés aussi. Hein. Et surtout, ils ne gagnent pas les matchs. Ça fait Après, Barcelone, ils ne font pas une grosse saison. Ils ont beaucoup de jeunes. Donc, il ne faut pas prendre en compte le. Puis Grenade, c'est le Clermont. Franchement, ils ne font pas une grosse saison, Barcelone. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut prendre en compte le fait qu'ils sont vaincus depuis 6 matchs quand même. Ils arrivent en n'étant pas dans le doute. Au moins ça, eux. Ah oui, non, c'est clair que Villarreal, là, jeudi, va falloir être costaud. Hein. Ils sont sûrs de leur force. Va falloir être solide. Ouais, surtout le Barcelone qui a fait 0-0 ce week-end et qui a perdu sur blessure, pour petite info, De Jong et Pedri. Pedri, oui. D'ailleurs, qui sont sortis sur blessure, ils ne seront pas là justement sur le match contre Naples. Voilà, j'ai regardé quand même un petit peu les matchs de Villarreal. Est-ce que toi, tu as suivi un petit peu, Bastien, Villarreal, notamment les 3 victoires, je les ai vues. Oui, ce week-end, j'ai vu le match aussi. Il faut pas... à mon avis, il vaut mieux pas subir l'ouverture du score, même si ça nous est arrivé contre Shakhtar et Montpellier, on a su réagir. Mais c'est quand même une équipe qui est assez forte dans le... c'est une équipe de transition, hein, clairement. Je crois que la moyenne de possession là, sur les 3 matchs que je t'ai dit, sur les 3 victoires, c'est 37%. Et c'est une moyenne, parce que contre le Barça, par exemple, c'est 30. Je pense que la bonne idée, ça serait vraiment d'ouvrir le score. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, avec le Vélodrome, il ne va pas falloir attaquer comme des chiens dès le début, avec l'ambiance, même si ça peut être humain, ils vont le faire. Mais l'idée d'être offensif, mais préventif, comme on dit dans le foot d'aujourd'hui, me paraît une idée assez intelligente. Parce que si tu ouvres le score, mettons, juste avant la mi-temps, ça veut dire que pendant 40 minutes, mettons, le match il est un peu fermé, tu peux retomber l'ambiance, c'est pas très grave. Mais si tu ouvres le score juste avant la mi-temps, par exemple, ou juste après la mi-temps, ça peut mettre un gros coup à leur plan de jeu, enflammer le stade dans la foulée, qui n'aura pas besoin de ça, qui va être à mon avis très très bouillant. Il manquera une partie quand même, on le rappelle. Ouais, ce qui est très dommage. Ce qui est très dommage. Mais du coup, je pense que pour le plan de jeu de Villarreal, ça peut leur mettre un gros coup. Et toi, ça peut te permettre de jouer sur leur faiblesse, c'est-à-dire devoir rattraper un score, ce qui n'est pas leur force. Et là, toi, de placer des choses... alors, leur charnière centrale est incertaine et ça m'embête un peu parce que moi, j'avais misé là-dessus. Ils jouaient avec Albiol et Bailly, notamment contre la Real Sociedad. Donc Albiol, c'est 36 ans, je crois. Ouais. Et Bailly, on l'a vu l'année dernière, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci, mais... si tu vas fort sur lui, le garçon étant fragile, ça peut douter. Donc moi j'espérais justement qu'il jouait avec cette charnière centrale expérimentée. Mais ils font tourner et qu'on les pigmente avec nos flèches. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on tourner le gardien notamment. On peut voir d'ailleurs qui joue. C'est pas Jorgensen. On peut voir la compo probable, si vous voulez qu'on la débriefe. C'était à peu près la compo qui était alignée ce week-end pour Villarreal, avec Reina dans les buts, Femenia à droite, et Bailly, tu t'en parlais, Bailly Albiol, là ce week-end c'était Bailly Mosquera derrière, Moreno à gauche. Mosquera il s'est blessé d'ailleurs. Ouais. Non, Bailly, pardon. Bailly s'est blessé. En fait, Bailly s'est pas blessé.
c'est un virus qui l'a. Ah, c'est qui ça, l'a finalement, parce affecté. qu'il est sorti tôt dans le match. C'est un virus qui touche apparemment toute l'équipe, enfin, ou beaucoup de joueurs de leur équipe. Hein. Peu de titulaires à ce que j'ai Depuis, vu. je crois mais, que c'est depuis hier, c'est ça C'est en fait depuis. quelques jours, il y a un virus qui atteint pas mal de Mais joueurs. peu de de l'équipe. titulaires pour l'instant, ça touche les remplaçants. Moi, je vous le ça dis touche les sincèrement, titulaires. ne tenons pas compte de ça. Non. Parce que ça peut être le mauvais piège. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est le côté gauche, Moreno, Baena, ça va à 2000. C'est très précis. Ça dédouble. Donc Baena, il sait exactement ce qu'il faut faire quand Moreno plonge dans son dos. Et Moreno, il met des ballons de but chirurgicaux. Hein, pour, C'est le meilleur passeur en plus d'équipe. voilà. Oui. Sorloth, c'est un Meilleur joueur sur courant alternatif. C'est-à-dire qu'il y a un match, c'est pas Haaland, mais c'est un très Presque. bon attaquant. Presque. Et le match d'après, c'est Accor Adams de Montpellier. Quoi, tu vois, 1m95 pour ceux qui le connaissent tu pas. veux- Donc, ouais, un gabarit impressionnant. je veux dire, Mais, c'est lui, mais- c'est un Golgoth. mais un bon joueur de foot. Hein. Ouais. Pas du tout maladroit avec ses pieds. Et Guedes, qui revit. Clairement, là, lui, c'est la résurrection. Plus personne n'en voulait. Villarreal l'a pris. Et là, le jeu de Marcelino lui convient à 100% parce que c'est un joueur de transition. Il aime avoir de l'espace. Capoue, Il va vite. il est titulaire de cible. Je croyais pas qu'il était Titulaire, taulier devant la défense. Il vient s'insérer pour faire le troisième central sur certaines phases de jeu. D'accord. Et Parejo, c'est le tireur de coups de pied arrêtés. Et avec Sorloth, s'ils sont dangereux sur ces phases-là, il faudra faire attention. Parce que aussi, Mais après, tu vas avoir le ballon. Ils ont pris Tu vas avoir le 4 ballon. recrues en janvier, je crois. Ils ont pris aussi l'ancien Lyonnais là. Traoré. Mais lui, il n'est pas qualifié du coup. Non. Donc, parce qu'ils ont mis que Bailly sur la liste et des mois pour les deux autres qui sont Je sais arrivés. plus, je peux pas te dire. Mais j'ai vu que Traoré, il n'était pas sur la liste. C'est Non, sûr. non, Pour Traoré moi- n'y est pas. Pour moi, je te le dis, si je suis coach, dans les vestiaires, je leur dis pas c'est la folie, le public est en feu, on va les étouffer. Parce que c'est tout ce qu'ils attendent, surtout leur côté gauche. Mais je leur dis on va avoir le ballon, soyez patients, on va avoir des occasions, on va avoir des coups de pied arrêtés. Le public, quoi qu'il arrive, va nous pousser. De toute façon, l'ambiance, Et elle va être surtout, chaude, quoi qu'il arrive. ne pas faire attention à ne pas se prendre de contre-attaque. Mais c'est pour ça. C'est leur jeu. Ne pas se jeter comme des fous. C'est Sachant ça. qu'en plus, le but à l'extérieur ne compte plus. Donc si tu fais un partout, à la limite, c'est pas un résultat catastrophique. Donc moi, je dis jurisprudence 2012 où tu bats l'Inter 1-0 sur un but à la fin, et au final, tu te qualifies. Ouais, ça- Patience. Les occasions, elles viendront parce qu'ils sont pas très solides derrière. Mais pas se jeter comme des fous parce qu'ils ont vraiment des bons joueurs de foot. Et c'est ce qu'ils attendent. Hein, que Ah oui, ils l'équipe attendent se que ça. projette Et je suis sûr et certain que Marcino va dire regarde, il y a des gagas en tribune, je l'ai vécu, en gros, ça m'a coûté ma place. Il va dire un peu ça. Sur le terrain, ils vont se faire entraîner par cette folie. Nous, on est sûr de notre force. On sait être bloc médian. On sait que Baena, Parejo, ça joue très bien au ballon. Et Guedes, ça va à 2000. Donc lui, il va dire laissez venir à vous et on va leur mettre des buts. C'est Guedes et Mosquera. Je revérifié, c'est eux qui sont arrivés. Ben voilà, avec Guedes, Donc, ouais, ils sont totalement en donc train de le. avec les trois là, avec Bailly, donc du coup, c'est les trois qui sont dans l'équipe qui seront qualifiés. Bon, c'est une bonne équipe en tout cas. Ouais. Oui. C'est pas une Ouais, super équipe, mais ce c'est que une j'allais bonne dire. Mais équipe. s'il y a vraiment un ou deux joueurs dont il faut se méfier, toi, vous ciblerez les. Moi, lesquels Moreno, ouais. pour moi, c'est leur meilleur footballeur. J'ai peur de lui. Moi. C'est un très bon joueur. Après, Parejo. Tu parles de Moreno, l'avant-centre ou le latéral Non, le gauche latéral. Par Pardon, contre, oui, c'est c'est vrai. l'expérience. hein. Le latéral Non, gauche, c'était pardon. pour être. Ouais. sûr Tu as bien que raison, tu as bien on raison. comprenne dans C'est le milieu chat. d'expérience, il faut se méfier aussi. Parejo, c'est un milieu d'expérience, il Ouais. faut se méfier. C'est ce C'est- que, ouais, ce que c'est disait super. Bastien, en plus, tireur de coups Oui. de pied arrêtés. Très bon tireur de coups de pied Excellent, un arrêtés. des meilleurs d'Espagne. Donc ça reste quand même une très belle équipe. Et tu as lancé un petit peu le sujet, Bastien, sur l'ambiance qui va régner. Il y a aussi les joueurs qui ont donné quelques interviews. Il y a Harit, on l'a senti un petit peu revanchard. Vous n'avez pas peur quand même que le 11 titulaire de l'OM et même les remplaçants se trompent un petit peu de combat sur ce match-là? Il ne faudrait pas prendre un carton rouge à la 25e minute. Quoi. C'est ça. Sûr. Ça, c'est le risque. Vous n'avez pas cette crainte-là que l'OM ne prenne pas forcément le match par le. Non, mais le tu bon as entièrement raison. On peut craindre ça. On peut avoir cette crainte, mais bon, on peut aussi se dire que justement les coachs sont là pour peut-être. Parce qu'on a quand même aussi, on l'a pas assez dit sur Gasset, mais par rapport à Gattuso, on sent quand même que. Calme. Et qui est calme, tu vois. C'est Et ça. donc, par rapport. Peut-être que s'ils avaient eu Gattuso, peut-être qu'on aurait peut-être plus de crainte encore par rapport à ça, quoi. Là, tu sens que lui, il est. Et on a fait des débats ensemble sur ce plateau sur les cadres, tu sais. Sur le mercato d'été, tes deux recrues phares, c'est Kondogbia, Aubameyang. Ouais. Et ça a une quarantaine de matchs chacun de Coupe d'Europe. À deux, peut-être, ils sont presque à 100 matchs de Coupe d'Europe. Eh ben, c'est là, les gars. Montrez-nous, justement, tu vois, cette C'est folie. ça. Et on sait Montrez-nous que- comment canaliser les mecs. Je compte pas sur Gigot là-dessus, malheureusement. Je l'aime bien, ça, mais de toute façon, il va être forfait. Il sera forfait de Ouais. toute façon. Mais je compte pas sur lui pour calmer tout le monde.
Mais pour Mais rejoindre Mbemba, qui a une quinzaine de matchs de Ligue des Champions, Kondogbia, et je compte sur eux. Aubameyang, jusqu'à présent, il nous a prouvé que c'était Ben voilà. c'était Continue, le garçon. joueur à avoir dans son équipe en Europa League. Donc, C'est vrai que c'est l'atout majeur là, de l'OM en Europa League. Il a réveillé même l'OM hein, quand ils n'étaient pas forcément bien. Je me doute qu'il va être dans votre 11 type. On va faire la composition des équipes de l'équipe de Marseille tout de suite. Votre composition d'équipe surtout. Donc on va passer au coach chez nous directement. Alors le C, tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach chez nous, voilà, c'est ça les gars, le coach chez nous. Le coach, c'est nous. Le coach, c'est vous surtout, parce que moi, je vais exécuter ce que vous allez donner, les joueurs que vous allez décider de mettre dans le 11 de départ. Dans les buts, sans surprise, je pense. Attention, Paul Lopez, en plus, Ruben Blanco est blessé. donc. Non, mais avant même qu'on commence à réfléchir sur les joueurs, on joue Comment on joue comment les coachs Voilà. On joue. Parce que il y a deux talks de ça, c'était mais les gars 3-5-2 obligé de toute façon. Et là, moi je vous dis, j'ai pas envie qu'on joue à 3-5-2. non, 3-5-2, c'est Non, trop non, dangereux tu face peux à une pas- équipe là, ouais, comme ça. je suis d'accord avec Trop Denis. dangereux. Là, il faut Mais faire pourtant- le Pourtant, reflet quand de on a leur. pris Gasset, c'est la première chose qu'on a dit. Ah, il joue en 3-5-2, il nous fait plaisir. Bon. Oui, je Ah, me rappelle, on avait eu le débat quand tu étais arrivé, le jour où il est arrivé, on avait eu le Ça. débat 3-5-2 ou 4-3-3. Quel système de jeu, du coup, une fois qu'on a mis Ben, Paul Lopez le même système que Clermont. Hein. Ouais. 4-3-3. Donc 4-3-3. Qui a fait 4-2. Ouais, moi je dirais 4-2-3-1. mais 4-2-3-1, bon, ouais. 4-2-3-1, c'est ça. c'est- 4-2-3 avec Ndiaye. Avec des vrais ailiers, enfin des ailiers en tout C'est cas. pas, ça peut pas être un 4-3-3, j'ai envie de te dire. Parce que si tu dis 4-3-3, Ndiaye, il faut forcément le mettre sur un côté. Non, en fait, en vrai, c'est un 4-4-2 losange quand tu as le ballon. en C'est vrai. ça. Pas- C'est un quasiment. 4-2-3-1 avec. Parce qu'Ndiaye, il devient un peu numéro 10. Oui, Ndiaye, il est numéro 10. Mais C'est un les- faux mais- neuf en mais fait. les- Il est oui, proche je de suis d'accord. l'attaquant. Mais pour que ça soit vraiment un losange, il aurait fallu que les deux. Moi, je trouve que les deux 6, pour dire les deux 6, ils sont sur la même ligne. Donc Ou c'est pour alors ça que c'est je un dis 4. 4-2-3-1. Ou alors c'est un 4-4. 4 défenseurs, Jade. C'est un 4-4-1-1. 4 défenseurs. 2 C'est- milieux devant la défense. 3 milieux devant, au-dessus. Et Aubameyang Et tout seul Aubameyang, devant. voilà. Voilà. Ou alors c'était en réalité c'était un 4-4-1-1. Oui, mais c'est Ouais. donc. Final. Ouais. Mais en plus, je trouve que enfin, juste rapidement, mais le système a changé en cours de match. Je me suis refait la première période ce matin. Au début, on commence vraiment avec un 4-3-3, avec deux ailiers, c'était Sarr et Aubameyang, qui se réaxaient beaucoup et qui laissaient beaucoup de liberté justement aux latéraux. Et ensuite, ça a évolué pour un 4-2-3-1, où on a vu Aubameyang retrouver l'axe et Harit prendre le côté gauche. On est Ce d'accord. que tu dis, ça donne de l'eau au moulin de Bastien qui dit lui un 4-4-2 losange. Parce que dans tous les cas, de toute façon, Ndiaye, il reste en numéro 10. Ouais, Ouais. il est plus axial. Il va chercher les défenseurs s'il y a un pressing qui se fait à droite ou à gauche selon comment est positionné Aubameyang. Mais il est jamais sur un côté. Non, Donc ouais, voilà, avec le ballon. c'est par rapport à ce qu'on a connu du 4-3-3 de Marcelino où on le mettait sur un côté. Ça, c'est pas le cas. Bon, en tout cas, les 4 derrière, on les a. Ouais. Ben Ouais. oui. 4 défenseurs, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Je peux les mettre. Jonathan Klaus à droite, on peut partir là-dessus. Jonathan Klaus à droite. Mbemba Balerdi, j'imagine, pas de Meïté. Et Quentin Merlin à gauche, non plus sans surprise, il n'y a pas d'autre. Il y a même pas d'autre choix puisque Murillo est blessé et Gigot est blessé. Gigot est et blessé. et l'autre est passé. Garcia. Garcia Il est n'est pas dans la retenu liste. pour le. Ouais. Au milieu de terrain, alors là, ça va être la vraie question parce que Gay a fait un bon match ce week-end, mais, Mais à il est- mon avis, il est il pas a laissé... qualifié. Non, mais justement, il a laissé reposer Kondogbia. Donc, est-ce que vous repartez avec Kondogbia au milieu de terrain là, pour Moi, ce oui. week-end? De toute façon, il n'y a pas trop de Oui. choix non plus. Kondogbia, Verretou. Kondogbia, Verretou à rythme. Kondogbia, On est tous d'accord là-dessus. Verretou et Harit un peu plus haut, axial, en numéro 10, en fait, Amin Harit, qui sera un peu plus haut, c'est ça hein? Oui, est non, mais d'accord. ça peut. Parce que Ou- Aubameyang. Non, mais dis-moi, Max. Moi, je l'aurais mis un peu plus sur la gauche quand même, Harit, avec Verretou et Kondogbia sur la même ligne. Et après, la ligne de 3 avec Harit à gauche, Ndiaye dans l'axe et Sarr à droite. Mais voilà. Non, mais là, on peut faire pareil avec Aubameyang à gauche. Donc, Oui, voilà, on passe à toi, Jade. On va passer à... Ouais, non, mais comme ça me semble... Ça vous semble OK pour... On peut, ouais. C'est-à-dire qu'Ndiaye, tu le mets où du coup alors? Ndiaye axe. Ouais, axe Auba- à axe. Aubameyang à à gauche. gauche et Sarr à Sarr à droite. Donc en fait, un petit peu ce qu'on a fait. Mais de ce toute week-end. façon, c'est mouvant. Ouais. C'est mouvant. Mais ça bouge. Ça ouais. bouge de tous Ça les bouge, c'est côtés. ça. Aubameyang il se recentre. Harit, comme tu dis très, très justement, Mais Harit, il est jamais en position numéro 10. Harit, quand il est même. jamais en position numéro Non. 10. Il est Donc, c'est relayeur. pour ça gauche. que là, il est. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le. Enfin, si on veut vraiment être tatillon, il Mais faut là, quand c'est du même- papier.
Oui, mais autant qu'on mette la bonne équipe. Pourquoi vous voulez mettre une équipe qui n'est pas bonne? Alors vas-y, dis-nous, Max. Eh bien, Kondogbia et Kondogbia. Verretou, tu les redescends un peu, tu les mets sur la même ligne. Juste, tu les redescends un peu, et après, tu mets Harit côté gauche, Sarr côté droit. Voilà, parfait. Voilà, Sarr côté droit et Harit un petit peu plus haut, à gauche. Voilà, Harit, il joue vraiment. Ndiaye à la place d'Harit. Il joue vraiment côté gauche, Harit. Hein. Il est vraiment côté gauche. C'est celui qui est dans l'axe, et encore une fois, C'est c'est Ndiaye Ndiaye. pour toi. Ok. Donc en fait, il faudra juste remplacer Ndiaye et Harit là, dans la composition d'équipe. Exactement. C'est ça. Donc voilà, Harit ça sur le côté gauche et Iliman Ndiaye en numéro 10. Il y avait Chayengo qui nous a mis un message quand même, 4-4-2 Losange ne permet pas une assise défensive suffisante face à Villarreal. Il ne faut pas oublier que c'est pas Clermont. Vous êtes d'accord avec ce message-là? Dans les couloirs, oui. Dans les couloirs, tu t'exposes beaucoup au 4-4 de Losange. Mais après, j'ai dit 4-4 de Losange, mais en vrai, c'est un faux 4-2-3-1 et à la fois un faux 4-4-2 et à la fois, parfois, c'est même un faux 3-5-2 parce que Kondogbia, il va s'insérer entre les deux. Là, c'est vraiment pour le coup des chiffres, quoi. Oui. C'est ça. Parce qu'on a tellement de joueurs qui occupent plusieurs postes. Aubameyang, il se dézone beaucoup sur le côté gauche. Le seul, à la limite, que je vois rester dans son couloir, c'est Sarr. C'est ça. Parce que les autres, ils bougent. Hein. Pas de Mumbagna du coup pour vous. Alors, Là, avec ce pas au coup d'envoi, mais alors déjà, je dois dire que c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je découvre, parce que malgré que je regarde un wagon de match, je ne le connaissais pas. Donc bravo Mehdi Benatia, mais je pense sincèrement qu'il va avoir son rôle à jouer dans cette double confrontation. Parce que, et sur plus d'un quart d'heure, hein, un truc comme 30-40 minutes, même à la mi-temps, si tu as un joueur qui n'est pas en forme, ça peut arriver. Guéretz le faisait à l'époque, hein, il y avait un joueur pas en forme, il sortait à la mi-temps. Mais je pense qu'il aura son mot à dire. Voilà. Mais malgré tous les bons matchs que Ndiaye a fait, les 2 derniers bons matchs, pas tout, mais les 2 derniers bons matchs, il peut aussi ne pas être dans son assiette, par exemple, sur cette rencontre commun. Ou avoir un marquage individuel comme, sur lui. Ou comme Harit, et tu peux sortir du coup Ndiaye et passer vraiment dans un vrai 4-4-2 où tu mets Mumbagna à côté d'Aubameyang. Donc c'est bien quand même qu'on ait plusieurs... Vous voulez pas repasser du coup, on va pas refaire la défense, mais une défense à 3 avec Meïté. Pourquoi d'ailleurs pas de défense à 3 avec Meïté? Alors moi personnellement pour 2 raisons. La première c'est que je crains vraiment leur côté gauche qui est une doublette, et si tu mets qu'un mec face à eux, je pense qu'ils vont se faire un plaisir. Même si Mbemba est capable de glisser, mais j'ai peur. Voilà, c'est de la peur pure. Okay. Je suis un lâche. Et la deuxième raison, c'est que tu n'as qu'un seul remplaçant en défenseur central. Donc si tu les mets les 3 sur le terrain et qu'il y en a un qui se pète, ben de facto, tu vas repasser par cette compo. Donc il vaut mieux préparer le match toute la semaine qui vient avant avec, on va dire, quelque chose de sûr. Enfin, comment te dire ? Je cherche mes mots. Mais il vaut mieux préparer une tactique et s'y tenir au moins pour les 45 premières minutes et changer en fonction du scénario du match, que plutôt que de se dire on prépare cette tactique, mais s'il y a un blessé, on est obligé de changer. Je me suis fait comprendre. Non, ma raison, elle est différente. C'est que si aujourd'hui tu rajoutes un défenseur central, on est tous d'accord pour dire que tu ne lèves pas Kondogbia Verretou. Ça fait déjà 2 et 5, 7 et 1, 8. Il te reste plus que 3 joueurs à mettre et j'ai envie de voir Harit, j'ai envie de voir Aubameyang, j'ai envie de voir Sarr et j'ai envie de voir Ndiaye. Donc en fait, je ne sais pas lequel sortir. Donc, vas-y. Donc aujourd'hui, sortir un de ces 4-là, alors qu'on est... Si on avait été à l'extérieur, je t'aurais peut-être dit l'inverse. Je t'aurais dit, allez, on fait une croix sur 1 et on y va à 5 derrière, pourquoi pas. Mais là, en jouant à domicile, il faut quand même qu'on ait de l'allant, quoi. Ouais, parce qu'il y en avait beaucoup dans le chat qui réclamaient en fait le 3-5-2, donc c'est pour ça que je vous ai... D'un point de vue tactique, comme il a dit Bastien tout à l'heure, ils sont à 30% de possession. On sait que c'est une équipe qui ne joue pas la possession. Donc ils vont te laisser attaquer. Tes pistons, ils vont monter, ils vont attaquer, ils vont amener le surnombre offensif. Eux, ils vont défendre et on va se faire prendre en contre-attaque. Ouais, sachant que défensivement, on se prend quand même des buts. Il faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste dans le move. Là, pour le coup, on a repris de la confiance. Il faut qu'on reste dans le move de... Allons-y gaiement, quoi. Voilà, allons-y gaiement. Et donc, pour moi, on a encore une fois 4 joueurs à vocation offensive aujourd'hui qui sont en forme. Il faut les mettre les 4, quoi. Parce que là, après, c'est dans l'idéal que Jordan Verretou soit aussi apte sur ce match-là. Imaginons que Verretou n'est pas disponible là, pour ce match-là. Ça change un petit peu tout. Un petit peu beaucoup, ouais. Très sincèrement. Parce que est-ce que vous repartez quand même avec Kondogbia ou Unai au milieu de terrain? Moi, oui. Moi, je ne change pas. Moi, sincèrement, Unai il me fait un peu peur dans un match de Coupe d'Europe où il va y avoir beaucoup d'impact. Donc tu changerais carrément le système? Tu changerais tout alors? Je sais pas. Non, mais je dis juste mes craintes. Non, parce qu'on a personne d'autre à mettre. Effectivement, on peut pas mettre ni Gay ni Onana. Donc compliqué, je suis d'accord.
Tu peux à ce moment-là, effectivement, partir du principe que tu repasses en 3-5-2 et tu changes tout. Bon, après, en tout cas, là, l'équipe a quand même fière allure. C'est à peu près, c'est l'équipe à peu près qui a joué contre Clermont, qui a mis 5 buts à Clermont, à part Kondogbia et Verretou, évidemment, qui n'était pas, Verretou qui n'était pas disponible et Kondogbia sur le banc. Mais ça me semble quand même une belle équipe pour affronter Villarreal, qui n'est pas non plus un ogre et un cadre européen. Et je veux dire, on reprend ce que tu disais sur le mercato. Au mois d'août, on te met cette compo sous les yeux. Bon, c'était Elodie à la place de Merlin, mais pour moi, on n'a pas perdu au change dans le potentiel. On te met cette compo sous les yeux. On oublie les événements qui sont passés cette année et les matchs où ils nous ont déçus. Tu regardes ça. Tu te dis ça va jouer la seconde place en Ligue 1. Et en Europa League, ça va faire chier pas mal d'équipes. Dans Villarreal. Tu n'as pas besoin de dire au mois d'août, tu reprends les talks du mois d'août, c'est ce qu'on disait. Parce qu'il dit, on a quand même une équipe qui a fière allure, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, l'équipe, très sincèrement, elle est très belle, mais très très belle. Et ça justifie encore plus la déception des supporters. Après, il faut encore une fois, sur tous ces joueurs qu'on cite, on ne peut pas les juger que sur 2 matchs. Je reprends l'exemple de Ndiaye, je reprends l'exemple de Kondogbia. Kondogbia, c'est pareil. Si maintenant, d'ici la fin de la saison, il nous reste, allez, on va dire, avec un peu de chance, une quinzaine de matchs à jouer, si on passe et qu'il en fait 13 ou 12, très bien. S'il en fait 6 ou 7, ben, je dirais, ouais, mais voilà pourquoi Kondogbia, c'est trop irrégulier. Pareil pour Ndiaye, s'il se met à replonger, par exemple, et qu'au final, il aura fait 2 bons matchs, ça ne peut pas être suffisant sur une saison, et on peut le dire sur tous. Donc l'effectif, il va être... il a besoin de constance. Voilà, il va être bon ou pas bon en fonction des derniers résultats. Bon, mais en tout cas, si on se déplace avec si on reçoit Villarreal jeudi avec cette équipe-là, moi je suis plutôt quand même confiant. On est quand même optimiste sur le match de jeudi, rapidement. Sur le match de jeudi, je mets une petite avantage sur l'OM. Sur la double confrontation, pour moi, c'est 50-50 à l'heure actuelle. On est sur du 50-50. 3-1, 4-1, 5-1. Ils sont vaincus depuis 6 matchs. Avec la bonne dynamique qu'il y a en ce moment dans l'équipe, qui tourne autour de l'équipe avec Tonton Gassé, je suis très très curieuse et j'ai vraiment très hâte de voir ce match. Voir ce que ça va donner enfin un match d'Europe. Ça va être le feu en plus au stade. Et face à Villarreal. Là, je suis pas gassé, heureusement pour l'OM. Mais là, je suis gassé, je leur dis les gars, c'est que du plaisir là. Vous allez jouer un 8e de finale au Vélodrome de Coupe d'Europe. Il y en a, ils ont passé 10 ans à l'OM, ils ont joué que des matchs de poule. Vous avez la porte d'un quart de finale contre une équipe qui est, comme je dis, à votre portée 50-50. Le public totalement avec vous parce que vous venez de passer 2 matchs où vous les avez un petit peu rabibochés, entre guillemets. Il n'y a rien à réfléchir. Mais moi, je sens que cette année en Europa, on va faire un beau parcours. Ouais. Après, tu vois, c'est vrai que je n'ai pas forcément envie de revenir sur ça, mais ça me gâche vraiment le plaisir, une bonne partie du plaisir de savoir qu'il y a une partie du virage qui est fermée. Ça, c'est... Parce que cette ambiance, comme tu dis, que tu décris, qui peut être électrique, qui peut mettre... elle va être là, mais elle va être un peu. Il te manque quand même la moitié des supporters les plus bons. On va se dire qu'on va passer en quart et en quart le stade sera plein. Voilà. Et voilà, ça c'est une belle conclusion et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Parfait, voilà, c'était le petit clin d'œil à Sébastien Valve, je sais que ça va lui faire plaisir. Juste un petit message pour tous ceux qui posent des questions, donc je l'ai vu cet après-midi, donc ça va mieux, il reprend, voilà, il a repris le moral. C'était compliqué les premiers jours, on a été inquiets, mais voilà, maintenant ça va bien mieux, donc croisez les doigts. Après, je pense qu'il va lui falloir quand même encore peut-être une semaine, 10 jours pour être parmi nous. On lui souhaite évidemment vraiment un bon rétablissement et on l'embrasse bien fort. Je sais qu'il nous regarde en plus, donc c'est pour ça le petit clin d'œil avec la musique. C'était son petit truc depuis les victoires là, qui s'enchaînaient. On va prendre quand même quelques questions. J'ai vu une question passer pour Bastien. C'est dans le chat, il y en a pas mal. Tiens, il y a Patou qui nous demande, question pour Cordo, avec 19 buts et 8 passes D en 35 matchs, tu crois pas en Aubameyang ? Alors, j'ai vu passer Parce que post. Tu fais partie de ceux qui l'ont critiqué. Très fortement même. Très fortement. Moi, j'étais très déçu. J'ai quitté ce plateau. Non, j'ai vu passer là, les stats, il faut respecter. Machin. Moi, je respecte, c'est notre attaquant. J'espère qu'il va flamber. Si on veut rester dans les stats et le factuel, aujourd'hui, c'est l'attaquant de l'Olympique de Marseille le plus faible depuis Mitchell. C'est l'attaquant d'une équipe qui est 7e dans la Ligue 1, peut-être la plus faible de ces 15 dernières années. Et
c'est au moment où on a eu les canistes qui n'étaient pas là, où on avait besoin de leader, un garçon qui n'a pas su tirer l'équipe vers le haut. Maintenant, je suis très satisfait de son mois et demi, mi-novembre, décembre. Je suis très satisfait de ce qu'il montre en Europa League et je suis très satisfait de ce qu'il montre depuis l'arrivée de Gasset. Mais ça rejoint un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Si demain il te met encore 10 buts, mais que tu finis 8e et que tu sors contre Villarreal, on va faire des talks au mois de juin où on va dire mettez du respect sur Aubameyang, il a mis 35 buts, c'est le premier depuis Skoblar. Ok, mais qu'est-ce que tu laisses? Ton équipe, c'est un sport collectif, ça reste un sport collectif. Qu'est-ce que tu laisses? Didier Drogba, qui a été cité dans les chiffres du poste dont je parle. Didier Drogba, en championnat, était pourri, plus encore que l'équipe de cette année. Mais il te laisse une finale d'Europa League, Didier Drogba. Donc il aura mis moins de buts au final, mais il te laisse quelque chose. Et je ne pars pas sur Alexis Sanchez parce que vous avez fait 1000 fois le débat. Donc moi, je suis d'accord, les stats. Et moi, je fais partie de ceux qui sont contents d'avoir aujourd'hui Aubameyang à l'OM, alors que cet été, j'étais pas content forcément de ce choix-là, et je le soutiens à 100%. Mais je suis pas encore de ceux qui disent merci Aubameyang. Mais tu penses pas qu'avec une équipe en grande forme dès le début de saison, il aurait pu mettre presque le double de ces buts-là à l'heure actuelle? C'est le débat. Donc après, ça, au mais final, c'est de la fiction, ça. Ça dépend pas que de lui, malheureusement. Ça dépend pas que de lui. Mais on est d'accord quand même qu'il y a des matchs. Je te donne un exemple, à Montpellier où tu fais un partout. Il fait un match catastrophique. C'est dans ce genre de match-là où moi, par exemple, j'attends que un pied qui traîne, il te fait gagner 2-1. Là où je te rejoins pas, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne cible plus que les attaquants sur il faut qu'ils soient bons sur tous les matchs. Mais moi, je n'ai pas connu des attaquants. Je n'ai pas connu des attaquants qui, sur 38 journées, ils te font la différence sur 38 journées. Ils te font la différence sur 15, 20 journées. C'est déjà magnifique. Et vu que vous aimez les chiffres, je vais vous en donner un. Un attaquant qui performe un match sur 3, donc qui est buteur ou passe passif, c'est déjà bien. Ben oui. Et c'est ce qu'il fait. Mais c'est ce qu'il fait. Il fait plus que ça. C'est ce qu'il fait si tu prends la moyenne. Mais il y a eu tellement des moments de creux, en fait. Mais je suis d'accord avec toi, il est dépendant aussi de l'équipe. De toute façon, je ne mets pas Aubameyang responsable numéro 1 des problèmes de l'OM. Après, là où je te rejoins, c'est qu'on lui demande. C'est vrai qu'on est un peu dur à Marseille. On lui demande beaucoup plus d'efforts. Et il y a des matchs où il est là, mais il est nonchalant en fait sur le terrain. Mais après, je vais vous dire la vérité, parce que moi aussi, j'ai des échos du vestiaire. Aubameyang, c'est apparemment un des garçons les plus gentils que les gens ont connus dans le vestiaire depuis ces 15 dernières années à l'OM. Donc bravo, apparemment c'est une patte. Mais c'est un garçon parfois qui est un peu dans sa bulle. Je vais vous donner une anecdote. À un moment donné, dans l'hiver où on était mal classé, il ne savait même pas combien on était classé. Tu vois? Si le classement n'est pas affiché dans le vestiaire, lui, il se disait, mettons, on est 6e alors qu'on était 9e. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais je vais vous dire ce qu'on m'a rapporté. Tu vois? Il n'avait pas conscience, à un moment donné, de la gravité de la situation. Tu parles de quel joueur? De Aubameyang. Donc voilà, je l'adore, hein, mais il y a aussi ça rejoint ce que tu dis sur le côté. Des fois, on avait l'impression qu'il était déconnecté. C'est pas des fois il est un peu dans son monde. Non, mais on le voit. Hein, mais c'est un garçon qui a toujours le smile et tout. Moi, j'ai envie de l'aimer, ce mec. Et les gens l'adorent. J'ai vu une interview de Lacazette ce week-end où il disait quand il arrive à Arsenal, je le détestais. En 2 jours, ça a été mon meilleur ami. Tellement il était gentil. Mais même avec Harit a donné une conférence de presse où il a des termes assez élogieux. Merlin qui vient d'arriver, on voit cette petite scène, tu vois. Tu sens que c'est pas le joueur avec qui ils vont se prendre la tête, quoi. On va prendre quand même d'autres questions là dans le chat, notamment une question de Badin Club qui nous dit pour l'année prochaine Habib Beye en adjoint et adjoint Gasset. Est-ce que ça vous tente? Très sincèrement. Ouais. Non. Il a quoi comme expérience Habib Beye? Il fait une saison exceptionnelle là cette année. Red Star en national. Oui, Red Star. Pourquoi pas? Il connaît l'OM. Donc pourquoi pas, il a joué, donc pourquoi pas. Ouais, ça vous si d'autant plus, il fait une... Je savais qu'il était au Red Star. Il fait un travail de fou cette année, vraiment. Mais ouais, pourquoi pas. Et Gasset, pourquoi pas. Donc, vient de partir. Parce qu'on sait que là, Gasset est en mission, comme il a dit. Et pourquoi pas garder Gasset s'il veut bien rester. L'idée n'est pas mauvaise, moi, je trouve. Okay. Mais est-ce que Gasset, vous pensez sincèrement qu'il aura envie d'être adjoint? Moi, Gasset, je pense qu'il est venu faire un kiff sur les 3-4 derniers mois. Je pense Gasset. Et que derrière, il va dire, les gars, moi, je soigne des balais. Vu ce qu'il a dit en conférence de presse, il a dit qu'il n'avait pas d'objectif, qu'il était là en mission. Oui. Mais moi, sincèrement, si vraiment ça se passe bien, que l'aventure se termine bien, où il nous fait une remontée, sans me parler de remontée folle jusqu'à la 4e place, mais l'histoire se termine plutôt bien, tu finis, mettons, 5e, on garde tous un bon souvenir de lui. Moi, je suis dirigeant, je lui propose par exemple un poste au centre. Oui, voilà. Tu vois.
Ouais, ça peut pas être, c'est pas stupide. Il y a d'autres questions. Drogbaldi 86 qui nous dit Balerdi, qui nous parle du positionnement de Balerdi. Balerdi avec sa qualité technique, est-ce que dans le futur on pourrait le voir plutôt dans un rôle de milieu récupérateur 6? Je pense pas. Je pense qu'il est bien face au jeu comme ça. Il a joué quelques matchs comme ça par le passé. On l'a déjà vu s'insérer dans le milieu quand il y avait besoin. Il n'a pas été mauvais, mais je pense pas que... non, là, en plus, avec les prestations que Balerdi fait, ça serait dommage de le voir ailleurs. Est-ce qu'il en a les capacités? C'est possible, si c'est ça la question. Il y a une autre question, là, il y en a pas mal, donc on peut pas tout prendre, mais Massilia Mars qui nous dit l'émergence de joueurs récentes à l'OM, là, du recrutement hivernal, qui porte plutôt ses fruits. Est-ce que ça permet pas de revoir un petit peu le jugement sur le mercato de Pablo Longoria? Une question compliquée, quand même. Après, je veux pas opposer les gens, mais cet hiver, c'est plus estampillé Mehdi quand même. Et après, c'est logique en même temps. Pablo, c'est pas le recruteur, c'est le président du club. Mais là, on voit quand même NDI qui reprend confiance. Tu parles. D'accord, je croyais que tu voulais dire. Je vais te faire la même réponse que je t'ai fait il y a 3 minutes. C'est que oui, mais qu'il fasse ça jusqu'à la fin de saison. Qu'il fasse pas, parce que ça n'ait pas été ça sur 2, 3, 4 matchs. Parce que on le verra sur la régularité. C'est ça, c'est de la régularité en fait. Et on fera le constat. Et là, on pourra dire c'était vraiment un manque de confiance, il avait besoin de s'adapter. Parce que, après, moi, ce que je disais sur Ndiaye, je vais me répéter, mais c'était juste que je disais, les gars, on a connu quand même des joueurs à l'Olympique de Marseille qui ont mis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois à s'acclimater. Attendons de voir. Maintenant, quand tu es acclimaté et que tu commences à faire des bons matchs, il faut enchaîner, mon garçon. Tu en parlais de Balerdi, il y a Johnny Bravo qui nous demande Balerdi cet été, on le vend ou on le blinde? Ah non, moi je le vends pas. Moi, tu sais que c'est mon chouchou. Toujours pareil, ça dépend du prix. Le souci économiquement, c'est que, et même pas en vrai. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a amorti ses années de contrat, ça fait 3 ans qu'il est là. Oui, mais d'accord, mais c'est pas une raison. Non, mais si on te vient entre 35, on s'entend. Je vais te dire un truc. S'il est sélectionné avec l'équipe d'Argentine, c'est possible qu'il n'offre pas loin des 35. Mais oui, c'est pour ça que je te dis. Par exemple, en Serie A, là, il y a Nico Amskas qui nous pose la question, qui est un grand fidèle, Nico Amskas du Phocéen. Est-ce qu'en Serie A, toi, Bastien, qui suit beaucoup ce championnat-là, tu le verrais Totalement. Totalement. Mm. Et je te dis, une équipe, je vais te dire même une équipe comme l'Atalanta, Bologne, qui va peut-être être en la Roma, qui va chercher un central, qui va être en Champions League peut-être l'année prochaine, poser 25 millions sur Balerdi, je le vois totalement. Comme quoi, tu vois? Parce qu'il y a des années où on se disait allez, il faut l'exfiltrer. Mais là, c'est un dossier sur lequel tu es serein en vrai. Parce que tu le gardes. Il est sur la meilleure dynamique de sa carrière. Et au final, tu le vends. Même 20 millions, tu as amorti ses années de contrat. Donc c'est du bénéf. Donc ça veut dire que sur ce joueur-là, la patience a payé. Allez, on va prendre la dernière question avant de clôturer l'émission, évidemment. Votre pronostic pour jeudi, est-ce que vous voulez vous mouiller, Dounia? 2-1 pour l'OM. 2-1 pour l'OM. Max? 3-1. 3-1. Je voulais dire 2-1. Oh, ça non, je voulais dire 2-1. Je vois un 2-1 pour l'OM, mais je vais dire 2-2. 2-2. Oh, pauvre. Et les buteurs rapidement? Aubameyang et Ndiaye. Aubameyang et Ndiaye, donc on reste sur la lancée. Ouais, les mêmes. Ndiaye, avec un doublé d'un des deux. Ça va. Pas de risque. Moi, je vais dire Aubameyang ou Mumbagna. Et côté Villarreal, Guedes. Je suis quasiment sûr qu'il va nous en mettre un. Ancien parisien en plus. Et Bailly, ancien Marseillais. Putain, l'histoire qui peut arriver. Boutoba qui a marqué. Et Parejo, allez, on va dire. Ouais. Sur un corner direct. En tout cas, j'espère que c'est. T'imagines, c'est pas ça. J'espère que. Corner direct. On en a pris en début de saison. C'était le milieu. C'était le match amical contre Leverkusen. Nadim Amiri. Nadim Amiri qui avait marqué. Après, encore une fois, on parle de gardien, mais bon, Pepe Reina, je crois qu'il a 41 ans maintenant. Ouais. 41 balais, donc bon, c'est normal, ils lui ont fait jouer. Non, mais il va y avoir des buts. Ils sont pas défensivement, ils sont pas terribles. Donc, allez les gars. Donc 2-2 ou tu restes sur ton 2-2 quand même? Bah oui, il va y avoir des buts. 3-2. Ouais. Allez, 3-2. On enflamme un petit peu. Allez. Mais on se qualifie. Allez, parce que le but à l'extérieur ne compte plus double. Donc au retour, 1-0 pour nous et on n'en parle plus, on boucle. Et on le sait, la parole de Bastien Cordoleani vaut de l'or et compte double. Pas tant que ça. Je sais pas. Non, pas tant que ça. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir fait cette émission avec moi. C'était un plaisir de t'avoir, Dounia, Bastien également.
Max, première fois que j'étais sur mon plateau en tant que présentateur, donc c'était un plaisir aussi. Merci à Jade qui était à la réalisation et merci à vous dans le chat. On se retrouve demain pour l'OM au café. Il y aura mercredi la conférence de presse à suivre, évidemment. On va vous suivre ça de près. On va vous concocter une belle petite conférence de presse aux petits oignons. Il y aura le match 4 heures de direct, toujours avec Romain Herring. Romain Canuti ne sera pas là. Il est en vacances, Romain Canuti, le bougre. Mais en tout cas, on espère voir un très bon match. Passez une très belle soirée et un gros bisou à Sébastien Volpe. Ciao, ciao.